par une question. Qui a vu ce film? C'est une question importante. Levez la main. Personne ne lève la main, donc personne ne l'a vu. Donc ça confirme bien ce que je dis dans mon texte, que c'est un film quasiment oublié. Il se fait que Jacques, au moment de la première invitation, tu avais, avant qu'elle ne soit annulée, tu avais prévu qu'on voit le film à l'issue dans le cinéma. C'était pas mal parce que du coup, beaucoup de choses que j'évoque maintenant se seraient retrouvées, illustrées au travers de la projection du film. Bon, c'est pas grave. Donc je vous invite à le voir, peut-être même sur YouTube. Je crois que comme c'est un film qui n'engage pas beaucoup d'histoires de droit on le trouve très facilement en téléchargement ou voilà. Solastalgie zombie, Les raisins de la mort de Jean Rollin, 1978. Et introduction à un pépin près. Le voyage effectué par le zombie de la zone Caraïbe au coin de rue que nous apercevons de notre fenêtre, située en banlieue, révèle tout, hypocrite zombie, mon semblable, mon frère. D'abord pléthorique, aujourd'hui inéluctable, la figure nous a pénétré tout autant que le logotype McDonald's ou la respiration Dark Vador TM. Pourquoi ? Ceci a maintes fois été commenté. Le zombie nous fascine parce qu'il est un nous désincarné. Le miroir est sale à mourir, puant, et pourtant c'est bien de nous qu'il s'agit. De nous, c'est-à-dire, comme l'a si bien écrit non sans humour, un blogueur américain spécialiste de ce réalisateur et évoquant le film Pesticide en anglais, donc Les raisins de la mort, à un pépin près. Tout ou presque se joue dans cet écart. Tout d'abord, une rapide analyse de l'affiche du film, je le répète, sorti sur nos écrans en 1978. Donc on a de la chance, on l'a. Je l'ai trouvé un jour par hasard. Je la trouve très moche, mais je l'ai achetée parce que je me suis dit que c'était marrant d'avoir cette affiche un peu décalée. Alors comment peut-on imaginer qu'une telle affiche donne envie de voir le film ? Elle semble avoir été réalisée avec une intention si peu technicienne, collage rustique, gamme de tons atypique, c'est assez curieux comme association de couleurs, définition d'image au bas de l'affiche qui laisse à désirer. Pourtant, c'est précisément cette plasticité tirée par les cheveux qui hameçonne l'amateur de films de genre. Il saisit d'emblée que cette œuvre cinématographique ne souhaite pas se positionner du côté du grand art, et de là s'ensuivent de très belles expectations. Tout en haut du visuel, les lettres en pointillés semblent renvoyer vers l'esthétique du film Catastrophe, que vous connaissez peut-être, ce que confirme le texte, stop, halt, ou de science-fiction, sachant que Rencontre du troisième type est sorti en 1977 en France, soit un an plus tôt, et l'affiche du film porte une typographie à l'effet approchant, en pointillé comme ça. Donc à mon avis, ils se sont inspirés très probablement de Rencontre du troisième type. Tandis que le milieu de l'affiche, dans un style proche de la bande dessinée, annonce que le film sera gore. C'est la partie la plus osée du visuel, puisque le gore est alors très loin d'être admis sur nos écrans. C'est-à-dire qu'en 1978, les Français ont une espèce de résistance et ne supportent pas le gore. Et dès qu'un film affiche quelque chose d'un petit peu gore, la critique est vraiment impitoyable et juge immédiatement le film de nullité absolue, etc. Donc en procédant ainsi, on va dire que les promoteurs du film prennent un risque que le truc se casse complètement la gueule. Je continue sur la description, tandis que le milieu de l'affiche, j'y reviens dans un style proche de la... Alors, pourquoi bande dessinée ? Parce que la main, ici, pour moi, est identique au Manu Manu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une sorte de main géante qui sert de monture à Philémon. Vous voyez cette bande dessinée ? Dans la bande dessinée de Fred, qui s'appelle Le naufragé d'Ua, sorti en 1972, on a cette espèce de main comme ça, super bizarre, qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le film. Et le bas de l'image, maintenant, est une référence directe à La Nuit des Morts Vivants, donc sorti 10 ans plus tôt. Alors là, vraiment, on a quasiment une copie conforme. Donc en un mot, l'affiche des raisins amalgame, voire accumule les références pour draguer son public, ce qui la rend quelque peu bancale, mais toutefois fort sympathique, un peu à la façon d'une friandise. Une friandise qui nous dit tout, le monde est en état d'alerte, c'est le haut, ça va saigner, c'est le milieu, et les zombies malfagotés débarquent, lentement mais sûrement, et c'est le bas de l'affiche. Maintenant le film.
On dit des Raisins de la mort qu'il est peut-être le premier des films de zombies français, c'est quand même à savoir. Pourtant, beaucoup l'ont oublié, donc j'ai fait l'expérience tout à l'heure en vous demandant si vous le connaissiez, ou n'en ont retenu que la prestation de Brigitte Lahaie, qui parallèlement faisait carrière dans l'industrie du X. Le visionner n'est pourtant pas vain. Derrière un corps nu, seulement quelques secondes, puisqu'elle n'est nue que quelques secondes, et des plaies purulentes s'expriment des anxiétés qui portent sur l'environnement. En 1962, Printemps silencieux de Rachel Carson fait grand bruit. Dans sa fable écologique cauchemardesque, Carson écrit, je cite, « Il est ironique de penser que l'homme détermine son avenir en se livrant à une occupation aussi banale que le choix d'un insecticide. On a pris tous ces risques. À quelle fin? Les futurs historiens seront peut-être confondus par notre folie. Comment diront-ils des gens intelligents ont-ils osé employer pour détruire une poignée d'espèces indésirables une méthode qui contaminait le monde et mettait leur existence en danger ?» Printemps silencieux raconte avec précision l'histoire des Raisins de la mort que l'on peut résumer ainsi. Il était une fois une petite ville au cœur de la France où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait, et puis un mal étrange s'insinue dans le pays et tout commence à changer. À l'heure de la pandémie affreuse qui nous touche de plein fouet, deux aspects du film s'avèrent particulièrement frappants. Jean Rollin donne une conscience aux infectés. Les zombies des raisins sont en lutte perpétuelle à l'intérieur d'eux-mêmes et de ce fait, le film nous rappelle la difficulté qu'a l'être humain à stopper son élan, quand bien même ce en quoi ce dernier consiste est destructeur. Donc dans ce cas, le recours outrancier aux produits chimiques tels les pesticides, c'est aussi vrai pour la génomique. Ces zombies, donc les zombies de Rollin, souffrent autant qu'ils résonnent par intermittence. Et c'est rare en fait dans le monde du zombie, parce qu'en général, quand il est passé de l'autre côté, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Et j'en parlerai un peu plus tard, Rollin ne présente pas ce cas de figure, son zombie est plus ambigu. D'autre part, il faut fuir sans cesse, mais où, puisque tout est déjà contaminé. Dame Lahaie, donc commencé par Brigitte Lahaie, ravigore évidemment. Elle annonce dans un entretien daté de 2007 que le tournage des Raisins avait été pour elle particulièrement insoutenable à partir du moment où, venant du cinéma dit pornographique, elle endurait le mépris des autres acteurs, propres sur eux, également appelés à se montrer dans le film. Sa prestation est insolite, c'est vraiment très étrange ce qu'elle fait dans ce film, décalé, donc vous verrez en le voyant. Mais d'abord, un point sur Jean Rollin. Les Raisins de la colère, zombies. On dit généralement de ce film qu'il a été l'objet d'une commande et de ce fait qu'il relève assez peu de l'approche cinématographique de Jean Rollin, plus représentative de l'étrange propre au réalisateur, serait, pour n'en citer que 3, Requiem pour un vampire, 1971, La Rose de Fer, 73, ou plus tard, tourné, lit-on, pour environ 35 000 € avec des acteurs issus de l'industrie du X, La Nuit des Traqués, sorti en 1980. Anarchiste, influencé par Delvaux, il faut le savoir, tout autant que par le lettrisme, c'est assez étrange aussi, Rollin dit ceci de l'exploitation de la sexualité à l'écran et ailleurs, propos qui nous serviront d'entrée en matière, sachant que l'insuccès de plusieurs de ses films d'auteur l'ont contraint, pendant de longues périodes, à ne réaliser que des films pornographiques pour gagner sa vie. Je cite, « J'entre dans un sex shop comme dans une église ou dans une réunion communiste, c'est-à-dire pour rendre visite à un aspect complètement dépassé et anachronique de la vie d'aujourd'hui. La perversion naît en partie du refoulement. Au lieu de combattre ce refoulement, les commerçants du sexe s'emploient à satisfaire la perversion qui en découle. La liberté sexuelle, mais nous l'avons dans notre société bourgeoise et capitaliste. Pour une somme modique, chacun peut aller voir comment est fait un corps de femme dans une boîte de striptease. Cette société bourgeoise existe pour former des assassins et des pervers. Des assassins, car tous les jeunes doivent passer par l'armée. Des pervers, car la seule contribution officielle à la libido est le sex shop, le bordel ou le film sexy. C'est-à-dire la laideur. Il n'y a que laideur dans ce qui est imposé par l'État bourgeois aux jeunes qui commencent sa vie. L'école est laide, l'armée est laide, le sexe est laid. Par contre, celui qui reçoit ces 3 coups de pied au ventre est en principe sain. Alors il réagit. Face au lycée, face à la caserne, face au spectacle du sexe, il fait l'école buissonnière, il déserte, il abolit les problèmes du sexe. Donc Jean Rollin, dans le spectacle érotique, sujet sur lequel il a beaucoup écrit,
dans Écrits libertaires, 1963-1980. C'est une édition gratuite, un livre numérique qu'on trouve très facilement, assez intéressant pour comprendre qui est derrière cette affiche. Retour sur investissement. Ce qui différencie beaucoup Les raisins de la mort, objet d'une commande, j'y reviens, du reste de la filmographie de Rollin, c'est d'avoir été manifestement forcé par Jean-Marc Ganassia et Claude Gage, ses producteurs au cahier des charges pour le moins arrêtés, de faire ressembler son film à un film de zombies, genre qui attire en 1978, depuis la sortie de Dawn of the Dead de George A. Romero, de plus en plus l'attention en France et ailleurs. Donc, Zombie de Romero a eu un très grand succès. Et tous ces films de série Z surfent sur ce succès. Les Italiens y vont à fond, les Français aussi, tout le monde finalement rajoute une couche pour essayer, c'est purement commercial, de tirer de l'argent sur la vague que crée Dawn of the Dead de George A. Romero, qui est un film vraiment révolutionnaire. Les raisins de la mort naît pour ce qui est de sa trame, ni plus ni moins qu'un survival, c'est-à-dire un film de survie dans lequel tout consiste à essayer de résister à la mort par tous les moyens. Pour les férus de Jean Rollin, il manque au film ce en quoi consiste la signature inimitable de son réalisateur. L'onirisme, l'absurde, le choc des cultures, la mélancolie et l'attrait pour le gothique, l'érotisme qui n'a rien à voir avec la pornographie, donc Rollin vient de nous expliquer pourquoi, et enfin un mode de narration qui ne se justifie jamais et laisse souvent les intrigues irrésolues quand elles ne sont pas tout bonnement inexistantes. Alors beaucoup de films de Rollin sont inachevés, ressemblent un petit peu à des films de David Lynch, ça va vous parler parce que peut-être vous connaissez mieux David Lynch. C'est-à-dire qu'on part dans le flou et puis rien, ça part complètement, on ne sait pas pourquoi. Alors lui dit que c'est parce que c'est poétique, mais pour ses fans inconditionnels, autrement dit, celles et ceux qui ne voient pas seulement en lui un petit maître, dans Les raisins ne subsiste de l'univers de Rollin que son goût immodéré pour l'observation dans le détail des spécificités et des potentialités d'un contexte. Ici, les Cévennes, en partie filmées comme une usine à ciel ouvert, on passe du château à la grange, et de cette façon, Rollin marie Paul Delvaux au photographe Auguste Sander et transforme Les raisins de la colère de John Ford, 1940, en film de genre. Le style Jean Rollin, mais de quel style parle-t-on? Les anglo-saxons l'évoquent bien mieux que nous, dans un montage d'images que je ne peux pas vous montrer maintenant, mais vers lequel je vous renvoie, qui s'appelle Très outré, la vision sinistre de Jean Rollin. C'est un montage qu'on trouve sur YouTube, paru en 2018, à l'occasion de la réédition de ces films en Angleterre, en version Blu-ray, remasterisée, etc. Et je pense que ces gens ont vraiment capté ce qui fait l'étrange et la singularité de ce cinéma. Et j'en viens maintenant à mes comparaisons, parce que ce n'était pas Rollin directement qui m'amenait ici, mais autre chose. Les raisins de la mort mis à l'épreuve de l'écologie politique. Au début de cette conférence, j'évoquais Rachel Carson et son livre formidable Printemps silencieux. J'y reviens en posant cette question. Les raisins de la mort est-il, oui ou non, un film au message écologique? C'est cette question qui m'amène ici. Pour procéder, confrontons ce métrage à 3 représentations extraites de l'écologie politique qui, d'une certaine façon, c'est-à-dire en y incluant Sénèque ou Diogène ou Lao Tse, est vieille comme le monde, mais n'a pourtant, jusqu'à présent, presque jamais été entendue. En tout cas, c'est mon hypothèse. Mais avant cela, qu'est-ce que l'éco-anxiété ou solastalgie, qui faisait mon titre, en guise de préambule? Un wiki nous en dit ceci. La solastalgie ou éco-anxiété est une forme de souffrance et détresse psychique ou existentielle causée, par exemple, par les changements environnementaux actuels et attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la destruction par l'homme de la biodiversité. Fin de citation. D'autre part, on peut se référer sans peur aucune de se méprendre à la collapsologie, on en parlait encore hier soir, autre mot relativement récent, dont les auteurs, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, que l'on pourrait dire sujets à l'éco-anxiété, mais peut-être sont eux qui ont raison et la pandémie en cours tendrait à le prouver, disent ceci. Donc, collapsologie, je les cite. Il ne s'agit pas de la fin du monde, disent-ils, ni de l'apocalypse. Il ne s'agit pas non plus d'une simple crise dont on sort indemne, ni d'une catastrophe ponctuelle que l'on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. C'est assez précis.
Il s'agit donc bien, continue-t-il, d'un processus à grande échelle irréversible, comme la fin du monde, certes, sauf que ça n'est pas la fin. La suite s'annonce longue et il faudra la vivre avec une certitude. Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite. Par contre, si nos besoins de base sont touchés, alors on imagine aisément que la situation pourrait devenir incommensurablement catastrophique. Mais jusqu'où et qui est concerné? Fin de citation. Alors pour finir ce tour très rapide de ce qu'on appelle écologie politique, éco-anxiété, solastalgie, une citation d'Alain Coulombelle qui définit l'écologie politique de cette façon. C'est un livre très récent, sorti en 2019, qui s'appelle « De nouveaux défis pour l'écologie politique » aux éditions Utopia, une bonne édition. Donc je le cite, Alain Coulombelle, « Il revient à l'écologie politique de promouvoir dans le débat public une philosophie de la non-maîtrise et du dessaisissement, et contre toutes les tentatives d'exténuation du réel, de préserver le possible comme tel. » Alors, ces phrases font beaucoup d'écho au film, c'est pour ça que je prends du temps maintenant à les citer. En le voyant, vous comprendrez pourquoi, puisque la situation que décrit Rollin dans Les raisins de la mort est un peu identique à celle que décrivent ces collapsologues et écologues politiques, on va dire. La question écologique dans le film de zombies existe depuis assez longtemps. Par exemple, elle est abordée plusieurs fois par Romero dans Day of the Dead, qui date de 1985, où l'entrée en matière, l'ouverture du film commence par des visions de nature surindustrialisées. On voit des champs hyper propres. Et on a l'impression que Romero nous dit attention, toutes ces conneries de surculture, épuisement des territoires, etc., va amener le zombie. Je pense qu'il y a un peu une intuition comme ça. C'est pas du tout expliqué dans le film, comme souvent dans ce genre de film d'ailleurs, mais il y a quand même ce lien que je vais définir davantage dans la suite de ma prise de parole. Alors, les raisins de la mort versus. Lors de ma précédente intervention, il m'a semblé perspicace de confronter le 7e continent, en toute logique du pire, dirait-on, avec des films de zombies des années 70, pour montrer comment, contre son réalisateur, Michael Haneke, le 7e continent, qu'une telle œuvre pouvait être perçue comme un film de zombies sans fantastique. C'est l'hypothèse que je faisais. Alors, ce de quoi il est question aujourd'hui est tout aussi important, sinon bien plus qu'une famille viennoise qui se supprime après avoir anéanti toutes ses possessions, puisqu'on parle d'écologie. Précisons, à l'heure actuelle, l'extrême attention portée sur ce qui l'entoure éviterait à la famille du 7e continent, Eva, Anna et Georg, de se soustraire, de se donner la mort. C'est l'histoire du film, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un couple avec un enfant qui arrivait complètement au bout du rouleau et qui décide de se supprimer et qui commence par la destruction des objets qui sont en sa possession. Donc c'est un film finalement très artistique, c'est-à-dire que on passe de la destruction des objets à la destruction de courriers, de dessins d'enfants, ensuite on passe aux vivants et puis à eux. Donc on a une espèce comme ça de déclinaison complètement cinématographique sur le fait de se donner la mort. Sauf que ce film survient dans un moment, la fin des années 80, où on pense, en tout cas on a l'impression, peut-être vaguement, mais j'ai l'impression chez Haneke assez sûrement, que ce monde va continuer à se reproduire tel qu'il est, rassurant, fondé sur la consommation, que lui, critique, etc. Mais ce discours n'est plus du tout acceptable dans le monde actuel. Donc la famille que décrit Haneke dans son film Le 7e continent s'engagerait peut-être dans un remake, dans une lutte pour la création de nouveaux modèles à la place de se supprimer. Le fait que nous imaginions aujourd'hui plus que jamais que notre monde puisse s'arrêter brutalement, ce monde des voitures et de l'électricité, de la fibre et des Starbucks Café, change la perspective. La famille d'Haneke voulait fuir un monde qu'il pensait fait pour durer. L'actuelle destruction de notre monde, les signes flagrants de son extrême fragilité, nous demandent au contraire d'imaginer des alternatives sur une page qui risquait d'être blanche bien plus vite qu'on ne le pense. Mais les raisins et sa solastalgie zombie. Peut-on dire, sans rire, du film qu'il est ou serait écologique? Au pire, pour reprendre mon blogueur américain, à un pépin près. Pour répondre à cette question, je propose cette fois de rapprocher le film de 3 vues ou opinions
que l'on pourrait dire décroissante, selon cette appellation qui pose problème à beaucoup. En bref, que reste-t-il des Raisins de la mort, que très peu considèrent comme un grand film, lorsqu'on le frotte à une pensée critique, systémique, portant sur nos modèles économiques et sociétaux? Et là, 3 auteurs. Je commence par Ivan Illich. Dans Énergie et équité, en 1975, Ivan Illich évoque un quantum ou seuil qui ne doit pas être dépassé. Je cite: « Je prétends qu'au-delà d'un niveau critique de consommation d'énergie par tête, dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. Dès que le quantum critique d'énergie consommée par personne est dépassé, aux garanties légales qui protégeaient les initiatives individuelles concrètes, on substitue une éducation qui sert les visées abstraites d'une technocratie. Ce quantum marque la limite où l'ordre légal et l'organisation politique doivent s'effondrer, où la structure technique des moyens de production fait violence à la structure sociale. » Alors on voit que les collapsologues ont beaucoup repris à Ivan Illich, puisqu'ils posent un peu les bases de ce qu'ils vont dire il y a 3 ou 4 ans. C'est un texte de 1975. Face à cela, face à ce problème qu'il décrit dans Énergie et équité, Illich propose une solution qui a tout à voir avec le changement d'échelle. Parce que c'est ça qui pose problème, en fait, dans sa vision. Il ne faut pas passer à une échelle trop grande. Le choix joyeux d'une technique pauvre. Autant dire le sous-régime. C'est ça la proposition d'Illich, qu'il appelle adroitement convivialité. Dans une société conviviale, la réappropriation et la mise en commun la plus large et la plus libre de savoir-faire technique permet aux individus de restaurer leur autonomie en produisant des communautés dans lesquelles le lien social n'est pas de manière prédominante un lien marchand. Dans le film de Rollin, c'est l'emploi de pesticides non testés, comme on parle de vaccins non encore éprouvés mais circulant déjà, qui semble être à l'origine de l'infection. Infection dont on peut supposer qu'elle ne se cantonnera pas seulement aux Cévennes, contexte où a lieu le film. Pesticides non testés, c'est seulement moi qui le suppose, en tout cas nocifs et employés sur une grande échelle. Sans aller jusqu'à avancer que le film ait l'essence illichienne, ce serait fou et probablement Rollin ne connaissait absolument pas Illich. On peut dire que Rollin était certainement sensible à ce type de phénomène tragique, typique de notre monde surindustrialisé, l'empoisonnement. Les Raisins rappellent aussi, et peut-être que ceci a joué un rôle dans le choix du contexte qui servira de décor au film, la maladie du phylloxéra. Puisque là, on parle de vignes qui rendent les gens malades, enfin de traitement des vignes qui rendent les gens malades, et le phylloxéra avait fait mourir beaucoup de gens dans les Cévennes. Second auteur, Thomas Schlesser, avec un livre qui s'appelle L'univers sans l'homme. En 2016, Thomas Schlesser sort un ouvrage, L'univers sans l'homme, et en guise d'introduction, il écrit, je cite, « Dans son salon de 1859, Charles Baudelaire reproche aux partisans d'un art positiviste dépourvu du moindre recours à l'imagination de concevoir l'univers sans l'homme. » Schlesser continue en rappelant une coïncidence temporelle tout à fait remarquable. Le recours à l'expression d'univers sans l'homme chez Baudelaire est strictement contemporain de la publication événement des recherches de Darwin et des innombrables débats qui s'ensuivent. Schlesser, je cite, « Chez le poète s'esquissait l'angoisse d'un effacement de l'humain devant un monde en soi étanche à la subjectivité et à l'imagination. » Avec Darwin, un stade supplémentaire, continue Schlesser, allait encore être franchi. L'illusion d'une fixité de l'identité humaine était dissipée et celle-ci s'en retrouvait diluée. Dans le film de Rollin, c'est surtout l'ambivalence psychologique des infectés qui frappe, puisqu'il faut savoir que depuis Romero, on est face à des zombies qui sont plutôt des demeurés, qui sont complètement vidés de... Et Rollin, au contraire, pose quelque chose de beaucoup plus ambigu, je le disais au début de ma prise de parole. Donc dans plusieurs scènes, ces infectés semblent lutter contre une détresse intérieure qui les rend tour à tour
bienveillants et sanguinaires, comme s'ils pouvaient faire le choix. Un coup ils s'énervent, ils tuent tout le monde, un coup ils redeviennent gentils, ils reviennent vers la conscience, ils repartent, etc. Rejetant le zombie abétique qui apparaît déjà dans une majorité de films, Les raisins de la mort accordent un fond de pensée au sujet infecté, ce que filme Rollin est rien moins que cette illusion d'une fixité de l'identité humaine évoquée par Schlesser. C'est là où sans doute La nuit des fous vivants, pour ceux qui connaissent ce film, The Crazies 1973 de Georges Romero, a été pour le réalisateur français une source d'inspiration bien plus grande que Dawn of the Dead 1978 ou La nuit des morts vivants 1968. Parce que The Crazies, il ne s'agit pas de zombies, il s'agit de gens qui ont une maladie, qui ont été frappés par un virus et qui présentent un petit peu ce cas de figure de retour possible à la conscience. Dans un entretien que Rollin accorde peu avant sa disparition, il confirme cette hypothèse, que son inspiration était The Crazies, La nuit des fous vivants. Troisième auteur, Isabelle Angelowski, La justice environnementale. À partir de la page 103 du livre Décroissance vocabulaire pour une nouvelle ère, Isabelle Angelowski expose ce en quoi consiste la justice environnementale, notion qui, en ces temps particulièrement difficiles, s'avère plus que jamais importante, sinon indispensable à préserver. Donc je cite, « La justice environnementale défend le droit de chacun à rester dans son environnement et à être protégé d'une croissance et d'investissement incontrôlés, de la pollution, de l'accaparement des terres, de la spéculation, du désinvestissement et de l'abandon. » Angelowski conclut de la sorte: consommer et produire moins n'est pas suffisant en soi. Ce moins doit être distribué plus équitablement, le contrôle des processus de production devant faire en sorte qu'espaces urbains et ruraux deviennent plus égaux. Dans le film de Rollin, tout nous amène à penser que c'est justement parce que cette justice environnementale n'est pas respectée qu'on en arrive aux pires atrocités. Ce qui frappe le plus, c'est la notion d'abandon évoquée par Angelowski. Les lieux que filme Rollin, parsemés de quelques zombies conscients du mal qui les ronge, tout au plus des figurants au bout du rouleau, semblent non seulement déshérités, mais aussi et surtout terriblement ex-centrés et coupés du monde. C'est là, de mon point de vue, l'aspect le plus tragique du film, sinon son point d'orgue. C'est vraiment la réussite, en fait, du film de Rollin. Un vent glacial traverse des lieux presque vides, et sans doute nombre des commentateurs du réalisateur ont-ils raison lorsqu'ils affirment que dans le cinéma de Rollin, les sites s'avèrent souvent plus importants que les personnages eux-mêmes. Hypocrite zombie, mon semblable, mon frère, pourquoi le zombie est-il pris aussi peu au sérieux que l'écologie et échoue de ce fait tout autant? Le film est-il conséquent par rapport à son sujet? Donc j'y reviens. Dans notre cadre, la question doit être posée, et tout ce qui vient d'être énoncé souhaitait nous entraîner vers cette unique question. Bien sûr que non, c'est-à-dire on peut tirer la chose par les cheveux en disant ben oui, bien sûr, voilà, on a là un réalisateur français qui fait un film contre les pesticides, etc., comme une espèce de manifeste. Bien sûr que non, ce serait tirer les choses par les cheveux, et puis ce serait faux, ce serait peut-être même pas intéressant de présenter le film sous cet angle-là. Jean Rollin, à ma connaissance, dans d'autres films, ne semble pas avoir prétendu traiter un problème en lien avec la nature. Son univers est complètement étranger à l'écologie politique. Pourtant, dans Les raisins, il formule deux critiques dont un écrivain engagé comme André Gortz n'aurait pas eu à rougir. Dans l'industrie, lorsque survient une tragédie, les victimes sont les ouvriers, les petites mains, et l'on sait combien Rollin, voire notamment les écrits libertaires que je citais tout à l'heure, se sentait proche de ce milieu, ouvrier, obligé presque, en tant qu'artiste par celui-ci, et je pense aux vertus émancipatoires qu'il accordait au cinéma. Il faut voir un petit peu les années 60, 68, etc., avec toutes les parts d'illusion et d'utopie, mais en tout cas il souscrivait à cette vision, comme Godard par exemple. Dans la catégorie Z. Les zombies sont le résultat d'une gestion irresponsable de l'entreprise vinicole présentée dans le film. On voit de cette façon comment les agriculteurs, portant tôt ou tard les stigmates tragiques d'un travail qui s'avère, malgré l'emploi de machines et de produits performants,
toujours plus pénible et dangereux, et l'affaire Roundup, ainsi que d'autres récents procès perpétrés contre les défoliants Monsanto, rendent subitement le film de Rollin très actuel. C'est presque le procès Monsanto, là, en fait, son film, en gros. Dans l'industrie, lorsque survient une tragédie, les victimes, d'autre part, sont livrées à elles-mêmes. Il n'y a personne au bout du fil, c'est fini. J'ai esquissé cette idée plus tôt. Tandis que George A. Romero ne se lasse pas de mettre en scène un état fou furieux et bancal, abusant tôt ou tard de son pouvoir, c'est ce qu'on voit dans tous ces films, donc l'État arrive, tue tout le monde, paf, fait... Les raisins de la mort nous présentent l'apocalypse par le petit bout de la lorgnette. Tout un chacun aura eu le temps de mettre fin à ses jours avant que quoi que ce soit se passe et que les pouvoirs en place interviennent. Et c'est aussi l'histoire du film. On attend qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe jamais rien. Rollin se positionne donc du côté des laissés pour compte, en dehors desquels rien ou presque n'est analysé dans le détail. Enfin, pourquoi le zombie est-il pris aussi peu au sérieux que l'écologie et échoue de ce fait tout autant? Pour une seule et unique raison, jusqu'à présent, et afin d'éviter le discrédit qu'aurait nécessairement entraîné à nos propres yeux une authentique prise de conscience de l'état désastreux dans lequel nous avons mis la planète, aujourd'hui saccagée, nous avons fait en sorte de croire aussi peu à l'écologie qu'aux zombies. C'est-à-dire que nous avons tout entrepris pour que l'écologie politique reste une fable, un conte à dormir debout, au moins tout autant que le zombie. C'est pour avoir un débat avec Jacques ensuite que je lance cette... Les morts ne marchent pas, c'est une évidence. De façon tout aussi évidente, supposons-nous, notre activité n'a eu que des incidences heureuses sur le milieu que nous partageons avec d'autres espèces. Donc déni, plus que cela, euphémisme. Et quoi d'autre expliquerait qu'un penseur aussi important qu'Ivan Illich soit aujourd'hui connu seulement d'un petit milieu de lecteurs, tandis qu'un livre comme Énergie et Équité aurait pu en tout cas nous servir de modèle pour repenser la ville et ses usages depuis au bas mot 50 ans. Illich, lui aussi, n'est qu'une fable, en tout cas pour l'instant, comme le zombie. Et j'en viens à ma conclusion. Des pulsions meurtrières, de la volonté d'y résister ou de s'y adonner, mise en scène du caractère destructeur. On ne peut pas faire d'un film sans prétention, la prétention est sans doute le dernier des vices dont on peut accuser Jean Rollin, un manifeste écologique dans le sens fort du terme. Clairement, les raisins de la mort échouent à nous ouvrir les yeux et à nous mettre en garde contre nos propres méfaits. En demeurant, le spectateur sait pertinemment, et ce dès la première minute du film, que le pesticide empoisonnant n'est tout au plus qu'un point de départ, voire pire, un prétexte ou encore pire, une escroquerie digne de la pire des séries B. Mais dès lors, pourquoi se baser sur ce film pour tenter ce rapprochement solastalgie, zombie? Il faut s'en rappeler, depuis la nuit des morts vivants, le zombie a tout à voir avec le désastre écologique. Le zombie en est une conséquence malheureuse et, en ce sens, s'avère familier des pronostics sombres, nous en avons passé en revue quelques-uns, qui égrènent la littérature dite d'écologie politique. De façon caricaturale, le zombie annonce la collapsologie. C'est son corps qui montre la collapsologie. Je m'explique. Le zombie est un être qui surgit seulement lorsque la dernière opportunité de changer quoi que ce soit à ce monde surindustrialisé a été ratée. Il ouvre l'ère du déchet sans nettoyage à l'issue, sans possible retour en arrière. Par définition, le zombie fait avec ce qui reste. Lorsque plus rien ne peut plus être nouveau, ne reste que des débris et un monde en peine, et ceci vaut tout autant pour son corps dont on sait qu'il n'est pas de la première fraîcheur. Fuir mes os, puisque tout est déjà contaminé, l'existentialisme est un humanisme, mais pas la solastalgie zombie, c'est un survivalisme malpropre, fané, et qui ressemble à une dette qu'aucune monnaie ne peut plus payer. Il fallait résister donc, non pas aux attraits de Brigitte Lahaie que je voulais vous montrer en bande-annonce, mais à la bêtise, finalement. Car, ce sera ma dernière citation, que peuvent bien
représenter comme avancées les merveilleuses découvertes de la mécanique quantique si la société qui les produit n'est même pas capable de connaître suffisamment son milieu pour assurer sa propre pérennité. C'est une citation de Bayon, Flippo et Schneider dans La décroissance, 10 questions pour comprendre et débattre, donc un livre de 2012 paru à La Découverte. Voilà, merci. Et maintenant j'attends vos questions. Moi je propose de les poser plus tard. Oui, ok. Oui, bien sûr. Non, mais s'il y a des réactions sur même le film, je vous invite quand même à le voir, hein, parce qu'il est, avec tout ce qu'il a de ridicule, on pourrait dire que c'est ce genre de film qui est touchant, parce que il ressemble à rien, il vient de rien, il ressemble à rien. Il faut s'intéresser à ces films-là. Ce sont des films marginaux, ce sont des auteurs marginaux, et rien que pour ça, ce sont des gens qu'il faut aller voir. Et quand on lit, par exemple, Rollin, on remarque que c'est quelqu'un de très intelligent. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit un gars qui fait de la pornographie et des films comme ça est forcément quelqu'un de débile, et c'est absolument pas le cas. C'est quelqu'un qui est fan du lettrisme, qui est un collectionneur à la limite d'œuvres de, je sais pas, de Guy Debord et de. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un de demeuré. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Voilà. Mais peut-être sur l'écologie aussi, il peut y avoir des. Jacques, j'ai essayé de te lancer. Bon, voilà. Bon, ceci dit, là, à un moment donné, tu dis une phrase, Oui. et cette phrase, je la savais, je l'avais en tête, et j'arrivais plus à me souvenir pourquoi. C'est la phrase où tu dis l'endroit où les écologistes ont aussi échoué que les zombies. Est-ce que tu te souviens de cette phrase? Oui. Voilà, c'est là que je l'ai. Alors, moi, je l'avais mis sur le programme, et puis je ne me souvenais plus pourquoi je l'avais mis sur le programme. Oui. Et je t'avais demandé, mais où est-ce que j'ai pu. Oui. Et tu t'en souvenais plus. Alors, tu vois que finalement, je l'ai retourné. C'est-à-dire qu'en fait, je dis que ils sont considérés comme des fables l'un et l'autre, en tout cas pour l'instant. Et c'est ce qui finalement les met ensemble. Mais. Voilà, je me demandais où j'allais trouver cette phrase. En fait, elle était dans ton texte. Elle est dans mon texte parce que c'est une citation. Enfin, je rigole, hein, le truc, c'est tout le monde. Je crois que tu voulais me tirer une balle dans le pied, dans le bon sens du terme, en essayant de me. Tu vois, c'était une épreuve en fait, pour que je parte pas trop dans l'illusion d'un truc écologique un peu de base, etc. Et du coup, il a fallu que je réfléchisse aussi sur cette idée. Pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Illich, à l'heure actuelle, est quasiment inconnu? Enfin, évidemment, il n'est pas inconnu de milieu, mais quand même, c'est quelqu'un de relativement peu lu, relativement peu édité. C'est très étrange, alors qu'il a quand même une vision systémique qui est très étonnante, qui demande pas grand-chose, hein, qui n'est pas de construire des grands bâtiments en béton, tout à l'encontre. J'ai une question. Oui. Le film, si j'ai bien compris, il n'a pas du tout marché quand il est sorti en salle. Le pardon? Le film, il n'a pas marché. Non. Et est-ce qu'il y a des écolos qui ont réagi? Il y avait déjà des écolos à l'époque quand même, ils étaient très minoritaires, mais il y en avait. C'est une bonne question. On se moque aussi d'un combat à ça. Enfin, comment Oui. C'est une question intéressante parce que, en fait, avec La Nuit des Morts Vivants, Romero avait soulevé un truc avec les radiations. C'est-à-dire qu'on supposait, plein de gens avaient supposé que dans le film, il y avait eu une espèce de désastre, peut-être un météorite, quelque chose qui est tombé sur la Terre, mais peut-être aussi une explosion atomique. Enfin, on ne savait pas trop, et finalement, les gens se sont transformés en morts-vivants. C'est ce qui, dès le départ, crée une espèce de lien entre ce qui est zombie ou mort-vivant, parce qu'au départ, on parle de mort-vivant, pas encore de zombie, enfin pas dans le sens de Romero, et une vision écologique. Donc de ce fait, ce film-là venant 10 ans plus tard, il pourrait y avoir mais il y a un problème de milieu et de public. C'est-à-dire que, sans en être sûr, et ça pourrait être vérifié en regardant la presse, je pense que le film de Rollin est complètement occulté, mis dans une micro-niche du milieu des amateurs de petits films gore, et il n'est pas du tout sous le regard, ou même
je pense que les gens de l'écologie n'en ont même pas entendu parler. Il n'y a pas eu de... Alors peut-être que par contre, si Romero avait fait un vrai film écologique, étant donné qu'il avait une audience beaucoup plus importante, parce que bien mieux distribuée, etc., peut-être que là, on aurait eu éventuellement... Alors il faut savoir que, je le cite là-dedans en note de bas de page, mais il n'y avait pas assez de temps pour... Il y a un film de zombies qui est vraiment écologique et qui date des années 70 d'un Italien, Georges Gros, Grau. Ça s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle le film, enfin, il parle vraiment d'un problème écologique. Alors lui, c'est pas un film connu non plus, mais pour le coup, il pose vraiment les choses sous cet angle-là. Bon, enfin, pour répondre à la question, non, ce public ne connaissait pas, s'y intéressait absolument pas, je pense. Oui, pour rebondir, je pense qu'il y a un clash d'esthétique en fait entre l'univers des écolos des années 70 et les amateurs de série B. Bien sûr. De musique métal, de toutes ces choses agressives qui sont dans la dénonciation de tous les problèmes écologiques et politiques depuis les années 70 qui n'intéressent que une petite quelques amateurs en fait. Enfin, je pense que ce film a dû être vu par une poignée de personnes à l'époque. Alors pour Rollin, c'était un gros budget parce qu'il travaillait, il travaillait avec 35 000 €, il faisait un film avec 35 000 €. Donc là, il avait un gros budget, il avait beaucoup plus, mais ça n'a pas aidé non plus à... On est sur de la séance de minuit quand même. Ouais, complètement. On est en fait sur... à Paris, il y avait ce cinéma qui avait été racheté à un moment par un réalisateur français. On est sur Hollywood Boulevard, le Brady. Voilà, c'était un cinéma à Paris avec une double séance. Et en général, on avait un film américain, un film français. Donc typiquement, les films de zombies de Jean Rollin, il y en a eu d'autres, comme Le Lac des Morts Vivants, passaient en deuxième programme, quoi, sur... C'est vrai que cette affiche décrédibilise un peu le truc, parce qu'elle complètement. Elle fait vraiment le zombie façon franchouillard. Oui, complètement. Complètement. Une bouteille de pinard. Oui, complètement. Avec la veste de chasseur, enfin c'est... Mais je vous conseille de le voir, hein. Par contre, voyez-le, c'est... C'est vrai que moi je voulais revenir sur le côté fable écologique du film Zombie en fait, qui pour moi maintenant en re-regardant des films de zombies et c'est vrai que tous ces films de zombies apparaissent quand même à une période de l'histoire qui est la crise pétrolière, les années 70, la fin des 30 glorieuses et puis bon maintenant aujourd'hui je ne sais pas combien de films de zombies sortent. Oui, c'est incroyable. C'est devenu... c'est un phénomène quasiment social en fait qui dépasse le cinéma. Cette peur de l'avenir, du désastre écologique en fait qui est de plus en plus virulent, cette expansion du zombie. Oui, c'est comme si au tournant des années 2000, quelque chose se préparait jusqu'au Covid-19 en fait, c'est-à-dire... avec un peu comme charnière Walking Dead, quoi, qui marque l'avant et l'après, puisque Walking Dead continue en condition de Covid, c'est-à-dire il continue de tourner. Ce que je trouve super intéressant, c'est que le film commence 8 ans avant 2019, je ne sais plus exactement, il faudrait vérifier, mais et il continue dans le Covid, je trouve ça formidable, c'est-à-dire c'est complètement fou. Je pense qu'ils se font tous vaccinés. Ils portent des masques, sauf sur les scènes qui tournent. Je ne sais pas comment ils procèdent, mais il faudrait presque faire un documentaire sur continuer Walking Dead en période de pandémie, quoi. Enfin, il y a un truc qui est presque redondant, mais très intéressant. Bien. Oui.